direction Avignon. L'heure du journal, présenté ce soir par Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Avant de vous donner la parole, un rapide rappel des titres. La grogne des agriculteurs sur la baisse de leurs revenus notamment. Les difficultés que rencontrent les commerçants du centre commercial Les 7 Collines. Les nouvelles conditions de stationnement sur le boulevard Jean Jaurès. Et un hommage aux poilus à travers une exposition à l'Anglade. Philippe, on vous écoute pour le reste. Commençons, si vous le voulez bien, par une page de politique locale, voire nationale, avec la récente visite de Ségolène Royal, candidate à la succession de François Hollande pour occuper le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Poste d'ailleurs par ailleurs convoité par Bertrand Delanoë et par Martine Aubry. Ségolène Royal est donc venue chercher le soutien des militants PS. Et si dans le département du Gard, Bertrand Delanoë emporte les suffrages, c'est bien l'actuelle présidente de la région Poitou-Charentes qui arrive en première position au niveau national. Réaction de Fabrice Verdier, premier secrétaire gardois du Parti socialiste et militant fidèle à la cause du maire de Paris. Un reportage, un entretien signé Olivier Michel. Satisfaction pour ce qui s'est passé dans le Gard, petite déception pour ce qui s'est passé au niveau national, mais en tout cas, dès aujourd'hui, la volonté de rassembler d'abord dans le Gard, puis j'espère que ça se fera également au niveau national. Vous pensez que Ségolène Royal peut rassembler finalement ? Je crois qu'il faudra quand même discuter les uns et les autres avec Ségolène Royal qui est arrivée en tête. C'est indiscutable, donc c'est un élément important dans la discussion qu'il faudra avoir. Il faut que ce rassemblement se fasse sur des bases claires, sur un calendrier de travail, sur une façon de vivre ensemble, de développer le parti ensemble. Mais je crois qu'effectivement, Ségolène Royal et ses amis sont quand même incontournables dans les discussions qu'on sera amené à avoir au congrès de Reims. C'était une surprise pour vous ça ? On le pressentait ces 15 derniers jours, effectivement, on sentait bien qu'il y avait une dynamique, en tout cas que la dynamique n'était plus très forte chez Bertrand Delanoë. Les partisans de Ségolène Royal ont fait, à mon sens, une bonne campagne. Elle a su mettre en avant une nouvelle génération. Je crois que c'est aussi ça la leçon de ce congrès. Ségolène Royal, première secrétaire du PS, c'est donc une possibilité. C'est une possibilité. Moi, je pense que comme l'avance de Ségolène Royal n'est pas nette, ça serait peut-être plus opportun de proposer quelqu'un qui fasse le lien entre tout le monde. Je pense par exemple à Vincent Peillon, qui en plus incarne la nouvelle génération. Et il y a une attente forte des militants, des sympathisants, des gens de gauche pour qu'il y ait de nouvelles têtes et qu'émerge une nouvelle génération au Parti socialiste. Vous l'avez compris, il faudra donc attendre l'issue du congrès de Reims pour connaître les résultats de cette joute électorale qui intéresse la partie interne du Parti socialiste. La grogne des agriculteurs se répand dans tout l'Hexagone. Ainsi, répondant à l'appel de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, les agriculteurs, tous secteurs confondus, entendent dénoncer leur baisse de revenus. Pourquoi pas, en tentant de réveiller des potrons minés, les représentants de l'État. Nicolas Pinchino témoigne de cette fronde agricole. Journée d'action nationale pour les agriculteurs. La Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs se sont mobilisés aujourd'hui pour interpeller le gouvernement avant la conférence sur les revenus des agriculteurs prévue le 12 novembre prochain au ministère de l'Agriculture. On veut sensibiliser les pouvoirs publics sur le fait que notre revenu diminue et aujourd'hui est plus que négatif parce que nos charges augmentent et le prix auquel nous sont payés nos produits diminue, on perd de l'argent chaque année un peu plus. Sur l'ensemble du territoire, les agriculteurs ont mené ici ou là des opérations escargots ou des actions coup de poing devant les supermarchés. À Nîmes, ils se sont réunis devant la préfecture très tôt ce matin. On est allé réveiller les pouvoirs publics parce qu'il y a certaines revendications qu'on porte depuis 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est un dialogue de sourds. On a l'impression de parler à quelqu'un qui dort, qui est dans un coma profond. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, pour les agriculteurs, sont dans un coma profond, ne nous entendent pas. Donc ce matin, on est allé les réveiller et on est allé réveiller monsieur le préfet. Dans la conjoncture actuelle et face à la baisse de leurs revenus, les agriculteurs sont prêts à renouveler ces actions et se disent déterminés à durcir ce mouvement. L'ouverture d'un marché couvert en périphérie de la ville de Nîmes n'avait pas manqué de séduire bon nombre de commerçants. En lieu et place de l'ancien géant Casino, le centre commercial des 7 Collines s'est dressé et abrite, entre autres, les halles côté Papille. 7 mois après leur ouverture, ces halles présentent un bilan mitigé. Plus de la moitié des commerçants, des étaliers, ont en effet mis la clé sous la porte. Un reportage d'Olivier Michel. J'étais le premier à y croire dur comme du fer.
Et là, vous voyez, malheureusement, ce que je suis en train de faire. Et je suis là, j'ai envie de rester, mais je ne peux pas. Financièrement, je ne peux plus. La semaine prochaine, ils seront encore 2 étaliers des Halles côté Papille à avoir baissé le rideau. Ouvert depuis avril 2008, côté Papille n'a jamais connu un remplissage total. Sur les 40 étals prévus, seuls 27 ont trouvé preneur et il n'en reste aujourd'hui que 13. Même si tout ne va pas si mal, le centre commercial des 7 collines connaît un manque de fréquentation, provoquant pour certains cessation d'activité et dépôt de bilan. En cause, l'accès, l'agencement des lieux, une inadéquation des produits vendus ou encore l'absence d'une véritable locomotive commerciale. Problème de fréquentation, ni plus ni moins. On a manqué de fréquentation. Voilà, après, chaque étalier a eu ses problèmes propres en fonction de ses produits. Et ça, c'est l'étalier qui pourra vous le dire. Moi, je ne peux pas parler à la place de mes collègues. Alors, la fréquentation, on va dire qu'elle est à 50%, puisque je travaille bien le midi, parce qu'il y a le passage, il y a la demande, mais ça, on le savait déjà. Maintenant, il manque ce gros passage parce qu'on n'a pas de locomotive importante au niveau du centre commercial qui nous attire du monde. Je m'en sors juste, pas trop. Hein. Moi, voilà, hein, j'achète ma marchandise, j'arrive à payer mes fournisseurs, le plus important déjà. Donc j'ai une clientèle, mais effectivement, on souhaiterait un peu plus de fréquentation. Vendredi, samedi, dimanche, il y a pas mal, ouais. Dimanche matin, c'est ouvert quand même. Sans citer de nom, il y en avait peut-être qui voulaient fermer dès le début et qui insistaient sans ouvrir entre midi et 2 ou les lundis. Donc peut-être ça fera du bien si d'autres viennent à leur place, qu'ils ont plus envie qu'eux, quoi. Si certains étaliers n'ont pas joué le jeu, d'autres au contraire se développent dans le souci de renforcer l'attractivité de ce marché couvert, pourtant idéalement placé en bordure du périphérique. Puisque la poissonnerie avait fermé, donc pour essayer de garder un minimum pour la clientèle qui vient nous voir. Donc voilà, donc j'ai ouvert la poissonnerie du jeudi au dimanche pour rendre service, tout simplement. J'ai un peu étendu mon activité à l'huile. Bon, j'avais déjà commencé par de l'huile parfumée, mais là maintenant je fais de l'huile AOC de Nîmes pour reprendre l'activité de l'huilerie qui a fermé. Quand ma clientèle est satisfaite, elle me demande du salé. Et c'est pour ça que je vais faire, ces produits-là. Donc je vais passer au tagine, couscous, la pastilla, les kebabs et tout ce qui s'ensuit. La treizaine de commerçants restants mettent donc du cœur à l'ouvrage et proposeront pour les fêtes de fin d'année toutes les victuailles nécessaires. Quant au Père Noël, il devrait leur apporter pour le premier trimestre 2009 une locomotive, à savoir l'ouverture d'une surface de hard discount. Notons que les halles côté Papille sont ouvertes toute la journée, tous les jours de la semaine et le dimanche matin. C'est habitude, c'est au printemps que les fleurs fleurissent et pourtant, nous sommes en automne et des fleurs métalliques, justement, sont apparues, sont sorties de terre sur le boulevard Jean Jaurès. Effectivement, les habitués du stationnement sur le boulevard Jean Jaurès vont devoir modifier leur comportement. En effet, depuis hier, stationner sur la plus belle artère nîmoise va devenir affaire payante. Les zones concernées par cette disposition sont les places Jules Guesde et Séverine. Les explications d'Alain Bellon, qui a dû s'acquitter de son billet de parking pour vous proposer ce reportage. Depuis le 5 novembre, les parcs-mètres des allées du Jean Jaurès sont opérationnels. Le parking en surface sur le terre-plein central et entre la place Jules Guesde et la place Séverine devient payant. Donc ça fait 400 places qui sont liées aux eurodateurs solaires qui ont été installés. Donc les 400 places, ce sera toujours 400 places Jean Jaurès, y compris quand on aura achevé tous les travaux depuis les Jardins de la Fontaine jusqu'au Taureau. Ces 400 places ont une particularité. Elles seront mouvantes pendant la durée des travaux. Le terre-plein sera l'objet de travaux, donc les places partiront sur les côtés, de part et d'autre, longitudinalement, et puis au fur et à mesure que les différents tronçons seront traités, elles bougeront jusqu'à leur emplacement définitif. Les utilisateurs du parking sont nombreux. Les commerçants du Jean Jaurès sont en général ravis. Pour les résidents, des abonnements leur sont proposés. Je comprends qu'ils puissent être pour certains gênés. En même temps, ils ont la possibilité de s'abonner avec un abonnement qui coûte 25 € par mois et 200 € par an, donc ce qui est quand même peu cher, j'allais dire, et d'avoir ainsi toujours une place près de chez eux. On s'est battu pour avoir plus de parking, puisque c'est ce que nous reprochent les clients qui n'arrivent pas à se garer. Donc après, bon, c'est vrai qu'au niveau des résidents, ils vont en pâtir.
bien que dans les nouvelles constructions, on préconise, enfin on préconise pas, on exige 1,5 place par appartement construit. Donc ça va peut-être réduire les voitures des résidents. On est conscient que pour les riverains du quartier, c'est problématique d'avoir un stationnement payant. Maintenant, nous, on a des clients qui travaillent dans le quartier, on a aussi des clients qui viennent de l'extérieur de la ville et qui sont sûrs de pouvoir trouver un stationnement entre midi et 2. Alors, changement de comportement pour les habitudes du stationnement au Jean Jaurès. Le coût minimum est de 60 centimes d'euros pour 20 minutes à 2,80 € pour 2 heures. Cobati est né de la volonté de femmes et d'hommes qui ont privilégié des rapports basés sur des valeurs humaines et des qualités professionnelles. Choisissant le sens du devoir plutôt que celui de l'ambition, Cobati se situe au carrefour de la valorisation des professions et du cadre de vie. Structuré sous forme d'associations unies au sein d'une fédération nationale, Cobati Nîmes ne fait pas exception à la règle, comme en témoigne Nicolas Pinchino. Ce vendredi 7 novembre, l'association Cobati Nîmes, qui regroupe les acteurs locaux de la construction, de la promotion et de l'architecture, organisait sa deuxième rencontre autour du thème « Les villes patrimoniales du sud de l'Europe » ou « Comment construire du neuf à proximité de monuments classés ». Un débat cher aux Nîmois, surtout depuis la construction du Carré d'Art face à la Maison Carrée. Sur la ville de Nîmes, l'exemple, comme je citais toujours là, de Carré d'Art et de la Maison Carrée, a posé en son temps des revendications assez violentes. À la suite de ça, Norman Foster a aussi élaboré une succession d'esquisses et de plusieurs maquettes qui ont été présentées au public, qui ont fait l'objet de concertations, mais qui ont permis à aboutir à un projet qui aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années après, est acquis pour l'ensemble des Nîmois, aussi bien en tant qu'usage qu'œuvre architecturale. Le débat s'est déroulé autour de 2 architectes de renommée internationale et de l'architecte des bâtiments de France. Le reste de l'année, l'association Cobati Nîmes se réunit 1 fois par mois autour de thèmes plus pratiques avec toujours ce même objectif, réunir tous les acteurs de la construction autour d'une même table dans un esprit de convivialité. Direction maintenant l'Anglade pour un hommage aux poilus à travers une exposition, Philippe. En effet, le village de l'Anglade, comme bien d'autres villages du département du Gard, s'apprête à célébrer l'anniversaire du 11 novembre. Le choix du maire René Abric s'est orienté sur une exposition multiple en hommage aux poilus, aujourd'hui tous disparus. Un travail de mémoire relaté par Alain Bonnet. Après la disparition du dernier poilu et à l'approche du 11 novembre, le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire. C'est ce qu'a voulu prouver le village de l'Anglade et sa municipalité aidée d'associations et d'habitants en proposant une exposition sur la Grande Guerre pour honorer la mémoire de nos anciens. Ça faisait très longtemps qu'on souhaitait donc faire une exposition sur la Grande Guerre parce que dans toutes les familles, il y a des personnes donc, qui ont disparu ou qui ont été blessées pendant la guerre de 14. Donc on a profité cette année, c'était l'année du dernier poilu, donc pour faire une exposition. C'est vrai que je la dédie un peu cette exposition à toutes les personnes, tous les Langladois qui sont décédés pendant cette guerre de 14. Il y en a eu de nombreux ainsi qu'à nos grands-pères. Et puis moi, le mien particulièrement, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui puisqu'il m'avait raconté cette époque très, très dure et dramatique de cette Grande Guerre. On va pouvoir disposer de 4 mannequins complets, donc d'un soldat français, d'un poilu modèle 1915, bleu horizon, d'un soldat allemand, casque à pointe modèle 16 de bataille de Verdun, un soldat des troupes d'Afrique et une infirmière française, donc 4 mannequins complets. Et ensuite différentes vitrines avec l'équipement de la vie courante qu'on pouvait voir dans les tranchées, différents équipements tels que des casques, des ceinturons, uniformes, mais aussi des choses un peu plus difficiles à retrouver comme les lettres et les courriers que ces soldats envoyaient à leurs familles, et notamment aux marraines de guerre qu'on a aussi oublié, qui participaient à cet effort de guerre en soutenant les troupes, en envoyant des courriers aux soldats.
Cette exposition empreinte d'émotions et de souvenirs se tiendra à l'Anglade dans la salle des mariages ce dimanche 9 novembre toute la journée. L'entrée y est gratuite. Voilà, je vous le répète, cette exposition ne sera visible que dimanche à la mairie, à la salle des mariages. Autre événement aussi, Philippe, concernant l'armistice, maintenant, toujours à l'Anglade. Non, ce n'est pas à l'Anglade, ce sera donc au lycée d'Audet. En effet, Eugène-Louis Bougarel, poilu de la Grande Guerre, traduisait son mal-être du conflit à travers dessins et croquis. Grâce à sa petite fille, ses œuvres trouvent un prolongement par le biais d'un travail d'écriture accompli par de jeunes élèves d'établissement nîmois. Un travail dont le fruit est depuis devenu le thème d'une exposition présentée au lycée d'Audet. Une façon touchante de passer la mémoire, comme l'a fait pour nous Alain Belon. Poème autour des dessins d'un poilu est le thème de l'exposition au lycée d'Audet. Eugène-Louis Bougarel a croqué des lieux et personnages pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont été retrouvés par la famille il y a peu de temps. Nous avons rangé une pièce, un petit peu de débarras, un genre de grenier, et nous avons retrouvé ces croquis parmi d'autres documents. Tout de suite, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas garder ça dans la famille sans en faire profiter le public. Ces dessins ont été le support à l'écriture de poèmes réalisés au cours d'ateliers par des élèves de 4e et de 3e de différents collèges nîmois. Les enfants réagissaient, quelquefois spontanément, quelquefois ils y revenaient, ils les reprenaient. Ils ressentaient la détresse, l'angoisse, même sur des dessins qui paraissaient au départ assez neutres. Ils avaient beaucoup plus l'instinct de ces sentiments que nous. Une génération qui est en voie d'intégration aussi pour qu'ils adoptent le patrimoine qui est un patrimoine commun à tous. Visage vieux et triste, cours plein de secrets, regard plein de fatigue. J'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des enfants tués à cause de ces soldats armés. J'ai essayé de les soigner, j'ai essayé de les aider. Des projets sont en étude pour donner suite à cette exposition. C'est dommage que ça reste une semaine au lycée d'Audet et qu'ensuite on oublie tout ceci, tout ce travail. Et il nous semble que l'édition sous forme de livre serait intéressante pour tous les Nîmois et tous les gens, tous les Français qui s'intéressent à l'histoire. L'exposition est ouverte au grand public jusqu'au 13 novembre aux heures d'ouverture du lycée d'Audet. Merci Philippe pour toutes ces informations. Pas d'autres informations d'ailleurs. Alors il est temps de refermer ce journal. Avant de se quitter, la foire au Santon à Garon pour les amoureux des traditions, c'est samedi et dimanche. Et la crèche vivante, c'est dimanche à Garon. 3 spectacles seront donnés, l'un à 15h, le suivant à 16h et le dernier à 17h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Dans quelques secondes, le Carrousel, 21h, votre soirée humour, j'y arriverai. Merci de votre fidélité. Passez un excellent week-end sur votre chaîne Télémiroir et à la semaine prochaine. Au revoir.